Salut Kid l'autre, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan livresque pour ce premier trimestre de l'année 2025. Donc vous voyez la pile qui est juste là. À mon avis, vous allez déjà reconnaître certains livres grâce au jaspage que vous voyez. Mais je crois qu'il y en a encore un en dessous que vous ne voyez pas, donc vous allez peut-être découvrir celui-là en même temps. Mais je vous le disais, je vous retrouve donc aujourd'hui pour le bilan livresque des 3 premiers mois de cette année 2025 et qui est pas si mal que ça en fait, qui est d'ailleurs bien meilleur que celui de l'année passée. Donc l'idée c'est que je vais vous passer un à un les livres que j'ai lus durant ce premier trimestre et vous donner une petite explication sur ce que ça raconte et vous donner mon avis sur ceci, en sachant qu'évidemment les livres que j'ai lus au mois de mars sont beaucoup plus frais dans ma mémoire que ceux que j'ai lus en janvier, mais on va quand même essayer de faire ça bien pour que vous compreniez un peu de quoi ça parle. Le tout premier livre que j'ai lu cette année, c'est celui-ci, c'est un Vampiria America. Vous avez le bonjour d'Azote en même temps, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Tu veux venir? Non, ok, t'es un chat. Donc je vous le disais, vous avez le Victor Dixon Vampiria America, c'est le tome 2 de la deuxième saga qui clôture en fait la deuxième saga et c'est le tombeau des étoiles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Vampiria, il s'agit d'une uchronie où le roi soleil n'est pas en fait devenu le roi soleil mais est bien devenu le roi des ténèbres puisqu'il a été transmuté en vampire. Et dans la première trilogie, la première qui est sortie, on va suivre Jeanne qui est en fait une non-noble qui donne son sang aux vampires. Et Jeanne, elle va se faire passer pour une noble dans le but de se rebeller et de faire tomber le roi des ténèbres. Ça, c'est la première trilogie. Dans la deuxième, qui peut se lire avant la première trilogie, mais moi je conseille de le lire quand même après parce qu'on a des personnages de la première trilogie qui interviennent dans l'histoire de Desperados. Et donc dans le deuxième, on va suivre une autre équipe de Desperado qui va se retrouver, si je me souviens bien, imbriquée dans un vol au niveau d'un immeuble et ça va être mélangé, etc. Je me souviens plus très bien du premier, par contre le deuxième, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour vous compléter cette histoire, donc je vous expliquais, il y a 3 premiers tomes pour la première trilogie, il y a ensuite une duologie avec les Desperados, et ici en mai va sortir le tout dernier tome de la saga, et pour le lire, il faudra avoir lu la première trilogie et la duologie. Donc voilà un peu pour vous expliquer, j'ai d'ailleurs fait un résumé de celui-ci qui sortira juste avant le dernier tome. Revenons à nos moutons, revenons à cet avis. Le tombeau des étoiles, j'ai bien aimé, par contre c'était vraiment très très dense. J'aurais aimé avoir un résumé des personnages, etc. En fait, je me suis beaucoup perdue dans l'histoire, beaucoup perdue dans les événements, beaucoup perdue dans les personnages. Aussi, j'avais encore du mal à savoir qui était qui. Et donc, c'était très dense. Maintenant, un Victor Dixon, ça reste toujours un de mes auteurs préférés. Et donc, c'est toujours super agréable à lire. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai souvent été larguée. J'ai dû relire certaines phrases pour pouvoir m'y retrouver. Et donc, c'est une saga qui, pour moi, est dense, beaucoup plus dense que les autres. Je dirais même que c'est la plus dense que j'ai lue de lui en termes de personnage, en termes d'action, en termes de rapidité d'action également. Maintenant, j'ai super hâte de connaître la fin de cette histoire et d'avoir le dernier livre en main, puisque je suppose qu'on va retrouver des personnages de la première trilogie, des personnages de la duologie, etc. J'ai vraiment hâte de connaître la suite, donc je la lirai sans faute. Mais par contre, si vous êtes dans un mood où vous avez envie d'une lecture doudou, un peu tranquille, sans prise de tête, je vous dirais pas de foncer vers celui-là parce qu'il faut quand même vachement se concentrer pour suivre l'histoire. Donc c'est un livre pour moi à lire à tête reposée. Le deuxième livre, je vous repose ça tout en parlant. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-ci. En fait, je vous l'ai fait pas du tout dans l'ordre, je pense, mais bon. C'est Love Theoretically, écrit par Ali Hazelwood. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous connaissez mon amour pour cette autrice qui est issue du monde des sciences et qui écrit principalement, et je dis principalement parce qu'au départ je crois que ce n'était que ça, mais ça a changé, vous le verrez dans la suite, qui écrit principalement des romances qui se passent dans le monde des sciences. Et j'adore ces livres, ils sont toujours pleins d'humour, mais aussi plein de féminisme, plein de belles explications dans ce monde, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, comme d'habitude, ça a été un coup de cœur. Dans ce monde, je me souviens plus du nom du personnage, mais en gros, on va rencontrer Elsie, qui va travailler dans une espèce d'agence pour les fausses petites copines. Donc en fait, elle se fait passer pour la petite copine des gens en soirée.
Et un jour, elle va se retrouver à une soirée avec son faux petit copain et elle va rencontrer un mec qui semble la détester complètement. Et elle va au fur et à mesure se rendre compte que ce mec, eh bien, il est un peu en concurrence avec elle puisqu'il veut que ce soit un de ses... c'est pas un de ses étudiants, mais il veut faire engager quelqu'un à la place d'Elsie au MIT. Et donc Elsie, elle va se battre pour avoir cette place. Évidemment, vous le savez, Ali Hazelwood, c'est une histoire de romance. Donc vous voyez très bien la romance Enemies to Lovers se profiler. Mais en tout cas, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Et comme d'habitude, c'est un livre qui se lit très vite et qui se dévore tout seul. On passe maintenant à celui-ci qui est Camera Obscura, le chant des morts. Et là, j'ai un chouïa triché parce qu'en fait, j'ai fini le livre le 1er avril, donc voilà. Mais j'ai lu une bonne partie en mars quand même, donc je l'ai tout de même mis dans cette trilogie. Pardon, je l'ai quand même mis dans cette vidéo bilan parce que j'ai lu une bonne partie en mars, donc j'estime que ça compte pour le mois de mars. Et donc c'est le tout dernier que j'ai lu jusqu'à présent. Et dans ce livre, on va suivre, en fait j'oublie toujours le nom des personnages, c'est fou. On va suivre Léandre qui vit dans la ville de Londres, qui est frappé par une espèce de malédiction, c'est-à-dire que certains morts vont revenir à la vie. Et Léandre, eh bien, il a sa sœur qui est malade du mal des brumes, qui est un mal qui est apparu en même temps que ses résurrections mystères, et il va chercher un remède pour sauver sa sœur d'une mort certaine, et donc il va se mettre à enquêter sur ce mal qui ravage Londres, et il va rencontrer sur son chemin une jeune femme qui est absolument autant adorable que détestable avec lui, qui est Winifred, et donc il va s'associer avec elle pour trouver une réponse à cette histoire. Là aussi, j'ai adoré le lire, je l'ai dévoré en assez peu de temps, les personnages sont attachants, l'histoire est super intrigante. Par contre, je pensais que c'était un one-shot et finalement, je pense que non, parce qu'on n'a pas vraiment la fin de l'histoire là-dedans, donc j'espère qu'il y aura un deuxième tome. Et en tout cas, j'ai adoré me plonger dans cet univers assez nouveau pour moi. On passe maintenant à ma petite déception de ce premier trimestre. C'est un palais de glace et de lumière. C'est déjà le quatrième tome, le tome 3,5 de la saga Un palais d'épines et de roses. C'est un univers qui mélange les faées. Et dans le premier tome, on est sur une espèce de reprise, de réécriture, pardon, de La Belle et la Bête, avec un mix de fantasy, de faées, etc. Et alors, dans ce tome 3,5, en fait, on va se retrouver à une espèce de réunion de famille de tous les personnages des 3 premiers tomes. Et on va suivre un peu leur évolution à ce repas de famille. Sauf qu'en fait, j'ai absolument pas compris ce que ce tome venait faire dans l'histoire parce qu'on n'apprend absolument rien. Il se passe rien sur tout le tome. C'est lent, c'est plat. On n'a pas de réponse à nos questions. On a juste un repas de famille où de temps en temps ils se prennent la tête, de temps en temps il y a des petits clashs entre eux. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc j'avoue, j'ai pas compris l'utilité de ce roman. Si quelqu'un sait me l'expliquer en commentaire de la vidéo, n'hésitez pas. Et si vous êtes du même avis que moi, n'hésitez pas à le dire aussi, parce que vraiment, je suis perdue par rapport à ce roman, je ne sais rien vous dire d'autre. On passe ensuite à Bride d'Ali Hazelwood, parce que je vous le disais, c'est au départ une autrice de romans qui se passe dans le milieu des sciences, mais là, Ali Hazelwood, elle nous signe son premier romantasy avec des loups-garous, des vampires, etc. Alors ça fait partie des premiers livres que j'ai lus de l'année, donc évidemment, si je ne me souvenais même plus des personnages du livre que je viens de lire, je ne me souviens absolument plus du nom du personnage, et donc c'est Misery Lake, qui est en fait la fille du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest. Et elle va se retrouver forcée d'épouser un loup-garou lui aussi ultra puissant. Le problème, c'est que les loups-garous et les vampires, ils ne s'entendent absolument pas. Mais Misery, elle va avoir une raison bien précise d'accepter cette demande. C'est que sa meilleure amie a disparu et qu'elle a retrouvé dans son appartement un bout de papier avec le nom du loup-garou qu'elle doit épouser. Et donc elle se dit que c'est une opportunité géniale pour pouvoir mener l'enquête et retrouver sa meilleure amie. Et c'est pour ça qu'elle accepte d'y aller. On vous dit en avertissement quand même que ce roman comporte des scènes de sexe explicites. Je vous le dis pour tous les jeunes qui peuvent regarder la vidéo. Effectivement, il y a des trucs assez explicites. Je crois qu'il y a un chapitre entier dédié uniquement à ça. Donc oui, de fait, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Par contre, moi j'ai adoré parce que j'adore la plume d'Ali Hazelwood, ça passe super vite. Et alors jusqu'à la fin, j'ai vraiment cru que ce n'était pas un one-shot parce qu'on est tenu en haleine jusqu'à la fin. Et j'ai vraiment cru
que les 20 dernières pages ne livreraient jamais les secrets de cette histoire. Et finalement, si, on a le dénouement dans ce roman. Mais c'était vraiment une très très chouette lecture avec toute une conspiration autour du vampire, des loups-garous, etc. Moi, j'ai vraiment adoré. Maintenant, c'est très rare que je lise des romans sur ce thème. Mais bref, ça a été un véritable coup de cœur. Et en plus, regardez-moi cet objet livre absolument canon. Ils ont vraiment fait la tranche comme ils le font dans les romans habituels de Lee Hazelwood. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. On passe ensuite encore à un Victor Dixon. Décidément, j'ai lu beaucoup de livres d'auteurs que je connaissais déjà durant ce premier trimestre. Victor Dixon qui nous soigne ici le premier tome de la saga Agence Perdido, le dernier retrouveur. C'est ici une toute nouvelle saga qu'il vient de lancer et donc on a juste le premier tome qui est sorti pour l'instant. Et donc dans celui-là, on va suivre Lucie qui a perdu sa maman. Elle a disparu d'une manière très très mystérieuse. Et Lucie, elle va finir par se rendre compte tout doucement qu'elle a un espèce de pouvoir. C'est qu'elle peut descendre dans les oubliettes pour aller rechercher des objets ou des personnes qui ont disparu. Et donc Lucie, elle y voit l'occasion de retrouver sa maman et il y a toute une histoire là derrière qui est très très mystérieuse, très très agréable et qui se dévore super vite. Contrairement à Vampiria où l'univers est très dense, où il faut suivre, où il y a des actions à répétition, Agence Perdido, je crois qu'il est destiné à un public un chouille plus jeune. Et donc c'est très agréable à lire si vous avez envie d'un truc qui passe bien, qui a un peu de fantaisie, mais qui n'est pas trop prise de tête et qui est quand même super intriguant à lire. Bref, j'ai adoré me plonger dans cette histoire. Et pareil, regardez, l'objet livre est trop canon. Je trouve que les maisons d'édition font vraiment des efforts pour l'instant sur le jaspage et ça fait super plaisir à voir. Et enfin, dernier livre que j'ai lu et non des moindres, il s'agit de Nous, écrit par Christelle Dabo. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez aussi mon amour pour la passeuse de mots qui est là-bas. Bon, vous la voyez pas. C'est pas du tout la passeuse de mots, c'est la passe miroir. Oui, oui, je suis fatiguée. Donc je disais, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous connaissez mon amour pour la passe miroir et ses 4 tomes. Et donc ici, évidemment, j'étais beaucoup trop curieuse de voir le livre que Christelle Dabo allait nous sortir et j'ai pas été déçue. Alors j'avoue qu'au début du roman, je me suis vraiment demandé ce que c'était que cette histoire. Parce que je ne suivais absolument rien, je ne comprenais pas du tout où on allait. Et durant la moitié du livre, je me suis vraiment demandé où l'autrice voulait nous emmener, ce qu'elle voulait nous faire comprendre, ce qu'elle voulait nous dire. Et puis, deuxième partie, bam, ça éclate. Et c'était vraiment incroyable. J'ai adoré découvrir cette deuxième partie et j'ai adoré suivre les personnages auxquels je m'étais vraiment, vraiment attachée. Et j'ai adoré la fin absolument inattendue. Donc pour vous expliquer un peu, on va suivre Claire qui vit dans un monde où chaque personne a un instinct. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas réprimer cet instinct. Donc on va avoir des personnes qui sont obligées de sauver les autres, même si elles en meurent. On va avoir des personnes qui sont complètement soumises aux autres, ou donc, quand on leur donne un ordre, ils sont obligés de l'exécuter, etc. Et Claire, elle vit dans ce monde, sauf qu'elle, elle n'a pas d'instinct. Et donc elle est un peu une intruse dans ce monde. Elle ne peut pas le dire parce que on élimine les gens comme elle, donc elle le cache depuis qu'elle est toute petite. Sauf que Claire, elle va se rendre compte qu'il y a un petit problème pour l'instant dans son monde, c'est que des gens disparaissent mystérieusement et elle va se mettre à enquêter sur ces disparitions. Voilà un petit peu le speech pour ne pas vous spoiler, mais par contre, ce livre est vraiment incroyable. Donc si vous avez envie de vous lancer dans une brique, parce qu'il est quand même gros, il fait plus de 500 pages, un peu plus de 550 pages, et donc si vous avez envie de vous lancer dans une brique un peu prise de tête où il faut vous accrocher au début, je vous conseille celui-là parce que la fin est dingue et la deuxième partie est super chouette à suivre. Donc voilà pour le bilan, j'ai quand même pas mal lu, je suis assez fière de moi, le premier trimestre commence bien et laisse présager une bonne année 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains des romans et dites-moi où vous en êtes dans votre pile à lire, si elle se vide petit à petit ou si elle augmente à cause de vos achats ou si vous ne lisez pas du tout en fait durant ce premier trimestre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit j'aime à la vidéo et en attendant moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.